architecte et directeur technique chez SQLi, fort d'une longue expérience dans la conception d'API, qu'elles soient synchrones, asynchrones, il promeut l'approche Design First. Il est là aujourd'hui pour nous parler d'Open API et d'Async API et comment ces spécifications vont pouvoir nous aider à structurer et développer rapidement des architectures modernes. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Philippe Bousquet. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, effectivement, je suis venu parler d'OpenAPI et d'Async API en mode Design First. Et je tenais d'abord à remercier le GDG Nantes et Delfest de m'avoir sélectionné, parce que ça va être mon premier talk dans ce type d'événement. D'habitude, je discute devant 10-15 personnes. Bon, vous êtes un peu plus nombreux. Merci à vous aussi de vous être levés aussitôt pour venir m'écouter. Et on va y aller. Bien, d'abord une petite minute de pub. Alors, qui je suis? Philippe Bousquet, architecte, directeur technique chez SQLi. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Vous tapez Philippe Bousquet et SQLi, vous allez me trouver. Je suis le seul, normalement. Je suis également sur GitHub. Là, il faut chercher avec Darken33, parce qu'effectivement, quand on était jeune, on utilisait des pseudos. Voilà. Bon, je ne le suis plus trop. Je voulais quand même faire un petit focus sur trois associations que je suis, qui sont Archilocus, qui proposent notamment tous les trimestres des conférences d'architecture online. Le Bordeaux Jug, c'est-à-dire le Java User Group de Bordeaux, qui, eux, proposent des talks autour de Java à peu près tous les mois. Il y en avait un hier. Et labulle.org, qui est l'association bordelaise des utilisateurs de logiciels libres bordelaise. Et architecture Java et logiciels libres, ça me définit assez bien. Je travaille donc pour SQLi, qui est une ESN, pas très grosse, 2200 employés, qui date de 1990. Et nous avons 6 agences en France, donc Rouen, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Nantes. Et effectivement, Nantes a un stand au DevFest en S14, donc c'est à côté de la salle BLM au premier étage. Enfin, oui, ça doit être le premier étage. Voilà. Et j'y serai à la fin de la conférence si vous voulez discuter d'API. Bien, donc effectivement, j'ai commencé moi à travailler en 97, donc ça date un peu. Il n'y avait pas d'API à l'époque, il n'y avait pas d'API REST, comme on l'entend aujourd'hui. Et au fil du temps, j'ai vu apparaître ces API. Ça a commencé par des requêtes Ajax assez minimes. Et au fil du temps, j'ai fini par définir une démarche API que j'ai proposée à ma boîte pour développer une API. Quelles sont les étapes pour développer une API? Et ça va de la définition des standards du SI, par exemple les verbes HTTP ou les routes qu'on va définir, jusqu'à la mise en place d'outils et d'observabilité. Et là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'approche Design First pour les spécifications et la documentation. Avant de parler de Design First, c'est quoi le Code First? Le Code First, on ouvrait son IDE et on codait son API. Là, par exemple, c'est une application en Spring Boot, Java Spring Boot, et on fait un contrôleur, on expose une route /API/v1hello, on va envoyer du JSON et on va pouvoir l'appeler en GET. Et ça, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Effectivement, lorsqu'on appelle l'API, ça nous renvoie bien Hello World. La problématique, c'est qu'il n'y a aucune documentation sur cette API, et lorsqu'on produit une API, c'est pour qu'elle soit consommée. Et donc, il faut que nos consommateurs puissent savoir comment consommer cette API, quels sont les verbes à utiliser, quelles sont les routes, quels sont les paramètres. Alors, le Code First permet quand même, grâce à OpenAPI, qui propose des annotations, de faire de la documentation. Mais on le voit ici, c'est quand même assez lourd à mettre en place. Et donc, c'est
l'intérêt, ça serait de voir si on ne peut pas générer cette partie-là à partir d'une spécification. Donc le design first, c'est quoi? C'est de spécifier en amont son API, c'est-à-dire de définir un contrat d'interface qu'on va pouvoir échanger avec nos consommateurs. De notre côté, côté producteur, on va pouvoir implémenter plus facilement son API en générant toute la partie technique d'exposition. On se concentrera donc que sur la partie métier. Pour nos consommateurs, ils vont pouvoir intégrer plus facilement nos API, parce qu'avec ce contrat d'interface, ils vont pouvoir générer eux aussi tout ce qui est appel à cette API. Et même, j'irai plus loin, ils vont pouvoir, grâce à ce contrat d'interface, simuler l'API au cas où l'API ne serait pas encore prête. Donc, ils vont pouvoir commencer à travailler dans leur coin et tester si tout fonctionne bien. Et au final, on va avoir une documentation qui va être en adéquation avec le code, puisque c'est cette documentation qui va générer le code. Alors, on va parler vite fait d'OpenAPI et A5API. Et alors, ce ne sont pas des standards, ce sont des spécifications qui aujourd'hui sont largement utilisées. Et ça, on peut remercier Smartbear, qui, en 2011, a créé Swagger. Est-ce que vous connaissez Swagger? Oui, très bien. Donc en 2011, ils ont créé Swagger. Alors il y avait d'autres spécifications qui existaient. Moi, j'ai connu WADL qui a totalement disparu. Et là où ils ont bien joué, à mon avis, c'est qu'en 2015, ils ont cédé Swagger à la communauté open source. Et c'est là qu'est née la OpenAPI Initiative, qui a sorti en 2017 la version 3.0. Et il y a quelques semaines, on a la version 3.2 qui est sortie. C'était le 19 septembre, donc pile poil le mois. À cette époque-là, Fran Mendez étudiait OpenAPI et trouvait que c'était très bien pour faire du REST, mais lui, il voulait adresser tout ce qui était event-driven, RabbitMQ, Kafka, et cette spécification ne lui convenait pas, donc il a créé A5API, qui s'est inspiré d'OpenAPI, on va voir, c'est très très proche, et en 2019, ils ont sorti la 2.0, et la dernière en date, c'est la 3.0, qui date de 2023. Alors, au niveau des initiatives OpenAPI et A5API, elles se ressemblent beaucoup. Chacune a son site web, OpenAPI avec un s.org pour le site web d'OpenAPI, a5api.com pour le site web d'A5API. Ils font tous les deux partie de la Linux Foundation, ce qui garantit le côté open source. Ils s'occupent des spécifications, des API, de définir la spécification et la documentation qui va avec. Et là où il y a une différence, c'est que OpenAPI Initiative a décidé de laisser tout ce qui est outillage aux communautés, alors que la A5API a voulu gérer la partie outillage dans l'objectif d'être au plus proche des spécifications en termes de délai d'attente. Dès qu'il y a une nouvelle version, ça promettait qu'il y aurait l'outillage qui serait là. Et ils sont tous les deux basés sur de larges communautés. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller, à aller les voir. Alors, les spécifications, ça on va le voir plus tard, mais voilà, elles se ressemblent beaucoup. C'est des blocs qui se ressemblent. Ça, on va le voir dans la démo. Donc, on va passer vraiment au vif du sujet. On va mettre en place une API, des API, A5API et OpenAPI. Et notre cas d'usage, alors c'est une application hyper importante chez SQLi, hein, non, je plaisante, ça va être un Hello World. Donc, on va avoir un front, un Angular, qui va consommer une API back, Hello back, qui va exposer une API, et tout ça, là, on va le spécifier dans un contrat OpenAPI. Et pour chaque appel de l'API back, elle enverra un message dans un topic Kafka, et on aura un receiver, une console d'administration derrière, qui récupérera ce message et l'affichera. Et là, on utilisera A5API. Donc, je vous ai parlé de Design First. Donc, OpenAPI,
propose des outils, enfin on a des outils qui existent, et on a Swagger Editor, qui est le premier d'entre eux, qui permet de spécifier son API. Ça, on va le voir aussi. Je passe vite sur les slides parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Au niveau de ce qu'on va pouvoir définir, on va pouvoir définir tout ce qui caractérise notre API, de la partie documentation avec info, des summaries, les routes, les chemins, les verbes HTTP, les paramètres de requête et les réponses qu'on va pouvoir recevoir. On va pouvoir définir un certain nombre de contrôles sur les paramètres, notamment la partie sécurité et la documentation. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'outillage fourni par OpenAPI Initiative, mais il y a un site à côté qui s'appelle openapi.tools, que je vous conseille énormément, qui va proposer tous les outils qui existent autour d'OpenAPI. On ira le voir tout à l'heure. Ben, justement, allons-y, passons un peu à la démo. Donc, effectivement, le site openapi.org, donc c'est le point d'entrée. Donc, il va proposer un certain nombre. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que je suis vieux. Voilà, vous allez pouvoir voir les spécifications, comment participer aux communautés, la gouvernance, bon, plein de choses. Au niveau des spécifications, alors on ne va pas les lire, hein, mais vous pouvez voir que là, on a la version 3.2 qui date donc du 19 septembre. Et si on balaye, il y a quand même pas mal de choses. On ne va pas le voir, hein, je vous rassure. Au niveau des outillages, je vous ai parlé d'openapi.tools. Donc, si je remonte tout à fait en haut, voilà, vous avez tous les types. Vous y voyez? Ouais. Tous les types d'outils, donc des générateurs, des convertisseurs, des validateurs, de la documentation, des éditeurs. Et ce qui va être intéressant de regarder, si je prends le data validateur, voilà. Effectivement, comme les spécifications sont de la part de OpenAPI, ben c'est de la bonne volonté de la communauté de fournir des outillages qui utilisent des spécifications. Et à date, on a très peu d'outils qui supportent la version 3.2, qui vient de sortir il y a un mois. Ça va arriver, il ne faut pas s'inquiéter. Alors, on va commencer par Swagger Editor. Et là, je vous ai mis en place... je vous propose une API, ce n'est pas celle qu'on va implémenter, mais c'est celle que moi j'utilise dans la formation que je donne autour des API, qui est assez complète. Donc, on va pouvoir... Alors, là, sur la partie gauche, ça va être toute la spécification au format YAML. On ne va pas vraiment la regarder parce que ce n'est pas très, très intéressant. On va plutôt se focaliser sur la partie résultats graphiques. Et donc, on va voir qu'effectivement, on va pouvoir définir une documentation autour d'une description de notre API, une partie sécurité, où je vais expliquer qu'on va pouvoir se connecter avec un bearer JWT, notamment. Et pour chaque endpoint, on va pouvoir définir les paramètres en entrée. Bon, là, c'est pour obtenir la liste des clients, donc il n'y a pas de paramètres en entrée, mais la partie résultat aussi, et notamment le schéma. Et on voit qu'on a un nom, un prénom, un nom, prénom, ce sont des chaînes alpha. Si on regarde les chaînes alpha, on voit que j'ai défini une longueur, c'est un string, mais avec une longueur minimum de 2, une longueur maximum de 50, et elle doit définir un certain pattern, c'est-à-dire d'avoir que des lettres alphabétiques, et un tiret, et un point. OK. Donc, on voit qu'on peut définir tous les verbes. Là, c'est du get, on va avoir du post pour la création. On voit que ici, je n'ai pas mis de sécurité sur cette première API. Ça veut dire que n'importe qui peut obtenir la liste des clients. Mais pour pouvoir créer un client ou récupérer les informations de ce client-là, il va falloir
un token de sécurité. Alors, moi, je n'utilise pas vraiment cet éditeur. Je préfère utiliser dans VS Code un plugin. Et là, on va le voir pour notre API Hello API. On va définir effectivement deux routes. API Hello qui va renvoyer juste Hello World et API Hello avec un nom en paramètre qui va nous permettre de saluer la personne qui se connecte. Et là aussi, je vais avoir mis en place deux. Alors, sur les. Alors, on ne le voit pas ici, donc on va aller le voir ici. Voilà, pareil, j'ai mis en place un contrôle qui permet d'indiquer que je veux une longueur minimum de 2 et une longueur maximum de 25. Et on va voir que ça va me générer automatiquement de la validation et des contrôles de surface dont je n'aurai pas besoin de m'en occuper, moi, dans le code. Alors, autre outil que je voulais vous présenter, qui est assez intéressant. Alors, déjà, on peut générer avec un générateur de documentation, je ne sais plus lequel c'est, mais voilà, toute la documentation qu'on va pouvoir fournir au format HTML, par exemple, donc ça peut se mettre dans un portail pour être accessible à tout le monde. Et un autre truc que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a des outils qui permettent de vérifier la différence entre deux contrats d'API. Et là où c'est intéressant, c'est que par exemple, dans cette API, Hello World, je n'ai pas mis de contrôle ici, et j'ai créé, je me suis trompé, donc, mais j'ai déjà fourni l'API à un consommateur. Donc il est parti là-dessus. Et je rajoute des contrôles, ici. Les fameux contrôles de tout. Si je fais une différence, hop, il va me dire, attention, vous avez des breaking change sur votre API. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je publie mon API telle quelle, ma nouvelle API, et qu'un consommateur utilise l'ancienne version, il y a de grandes chances pour que ça ne fonctionne. Il y ait des cas qui ne fonctionnent plus. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est de garder l'API V1, et on va créer une deuxième API, une deuxième version. Hop là. Donc, je vais la passer. Ma V1, alors je crée une V2. Je passe en déprécié la V1. J'enlève mes contrôles pour rester proche de identique à mon ancienne version. Et si je fais un diff, cette fois, il va me dire que, alors, j'ai mis en déprécié l'API V1, mais ce n'est pas un breaking change, et j'ai fourni une autre API V2 qui n'est pas non plus un breaking change, c'est-à-dire que mon consommateur qui utilisait l'ancien contrat, ben, il pourra toujours continuer à fonctionner. Et on pourra lui indiquer qu'elle est dépréciée et il aura le temps de changer de version. Autre chose qui est intéressante, je vous ai parlé de pouvoir simuler une API, et c'est ce qu'on va faire là. Ah, il aurait fallu que je supprime ça. Tiens, on va le supprimer et on va le recréer. Donc dans les collections, on va supprimer. Donc je peux importer un contrat Swagger, un contrat OpenAPI, pardon. Et si j'importe le Hello API, il va me créer automatiquement les collections Postman. Et c'est intéressant parce que je n'ai pas besoin de l'écrire. Donc on voit qu'il y a mes deux endpoints. Hop. Et il me donne même des résultats, les résultats attendus. On va juste changer le résultat qui est remonté ici. On va mettre mock.
par exemple. Et je vais créer un serveur de mock qui va permettre de simuler mon API. On va l'appeler devfest. Et si je copie l'URL et que je vais dans mon navigateur, hop, et que je rajoute API V1 Hello, normalement, alors on ne voit pas très bien, mais ça m'a envoyé Hello Mock. Ce qui veut dire que je peux commencer à travailler sur la partie front sans avoir la partie back, puisque je vais pouvoir interroger ce serveur de mock. OK. Donc ben justement, parlons de la génération client. Ce qu'on va vouloir faire, c'est avec un outil qui s'appelle OpenAPI Generator, on va générer toute la partie client HTTP, les DTO et toute la connectique pour pouvoir appeler l'API back. Et ça, on peut le faire pour plusieurs langages. On peut le faire pour Angular, pour Java, pour Go, et multiples. Moi, je vais l'utiliser essentiellement en Java et en Angular. Je vais les tester parce que je ne suis pas fronteux, vous allez le voir avec ce que je vais vous proposer. Et ensuite, derrière, on n'a plus qu'à s'occuper de la partie métier et d'intégrer juste le service et l'appel au service pour pouvoir tester notre API back. Et on verra sur localhost 4200 pour voir le résultat. D'ailleurs, on va aller le voir de suite. Hop là, pardon. Hop là. Hop. Donc, ouais, on y va. Ça, c'est mon API. Alors, j'ai triché, j'ai mis en commentaire, mais parce que bon, sinon, je risque de me tromper. Donc, ça, c'est mon API front. Je vais faire juste un ngserve pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, super, ça marche. Hop. Et donc, vous voyez mon front magnifique, avec un logo SQLi et le fait que je vais appeler mon API Hello. Si on revient sur mon code, c'est ça. Et là, je vais pouvoir générer la partie front, la partie service d'appel à l'API avec l'OpenAPI Generator CLI. Donc, on va lui dire de générer à partir du Hello YAML. On va faire du Angular et générer les sources dans src app Hello API. Et il y a des paramètres supplémentaires comme la version de Angular. Là, je suis sur Angular 20, voilà, et d'autres paramètres. Je ne vais pas détailler. Donc là, je vais générer. On va arrêter le front. Hop. Voilà. Je vais faire un npm run generate API. Et donc, normalement, ça va générer mon API, ma partie service. D'accord. Merci d'avoir utilisé OpenAPI Generator, je t'en prie. Et donc, effectivement, on a un nouveau dossier, Hello API, avec la partie technique d'appel au service, Hello API, la partie DTO, qui ne sert pas grand-chose en JavaScript ou en TypeScript, et une partie technique générale qu'on va aller modifier. Donc maintenant, si je modifie mon code, et j'implémente juste l'appel à mon service, et que je fais un ngserve, bon, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mon API back. On va vérifier quand même. Bon, mais qu'à cela ne tienne, on va aller se brancher sur le mock. Alors, normalement, j'ai encore dans mon copier-coller. Donc là-dessus, je vais aller voir sur la partie API base service.
Et on voit qu'il y a l'URL qui était définie, localhost 8080. Je vais la remplacer par l'URL de mon mock. Hop, ah, il me dit qu'il a rechargé. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Ah, mais c'est bien. Il a réussi à appeler mon mock. Ça veut dire que mon appel API fonctionne. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, on va pouvoir se focaliser sur la partie back. Donc, au niveau du serveur, qu'est-ce qu'on va générer? Mais pareil, on va générer toute l'exposition API, les DTO, l'exposition API, et ce, pareil, pour plusieurs langages. On peut le faire pour du Node, pour du Java, du Spring, voilà, et divers langages. Et donc, c'est cette partie qui va être tout à fait générée. Et moi, je n'aurai qu'à implémenter la partie métier pour générer mon Hello World. Bon, le métier de Hello World, c'est assez light, mais bon. Et donc, effectivement, on a juste à implémenter la partie métier. Alors, moi, j'utilise le pattern delegate parce que j'aime bien. Donc, ça va générer une interface API, le contrôleur, et qui va déléguer à une interface delegate, et moi j'en ai qu'à implémenter le delegate. On va pouvoir le voir sur localhost 8080, et justement, on va aller le voir. Donc, on va regarder le pom.xml. Et sur Hello API, oui. Très bien. Donc, voilà, donc c'est du Java 25 et Spring Boot 4. Alors Spring Boot 4 n'est pas encore sorti, donc ne l'utilisez pas vous. Il sortira en novembre, mais je suis en train de tester un petit peu ses fonctionnalités. Donc on a un plugin qui s'appelle OpenAPI Generator, qui va être ici, et où on va pouvoir lui définir ce qu'on veut générer. Donc moi je veux générer du Spring, pour Spring, un serveur pour Spring. Je vais lui donner plusieurs paramètres, comme les packages où je vais stocker mon API, le modèle, enfin les DTO. Si je veux utiliser des trucs, si je veux faire du Spring Boot 3, si je veux faire de la validation. Et ça, c'est ça qui va être intéressant, c'est que ça va me générer la validation. Donc je fais un mvn clean package. Et normalement, j'ai des tests unitaires, c'est chouette. Il faut faire des tests unitaires. OK. Et dans le target, il va m'avoir généré des sources. Java, comme voilà le modèle, par exemple, avec le Hello DTO qu'on va renvoyer au consommateur. Bon, c'est pas très très compliqué, il y a juste un string dedans. Et la partie exposition d'API, où on va avoir l'interface, et l'interface va avoir généré, on va y avoir généré toute la partie annotation API, qui est un peu compliqué, et vous voyez, ça nous évite de le faire. C'est donc la spécification qui permet de générer tout ça. On va avoir le contrôleur, qui lui ne fait que déléguer, et une interface de delegate avec nos deux API, nos deux méthodes, Hello World et Hello World with name, normalement. L'une qui va prendre un nom en entrée, et le deuxième qui va prendre qui va renvoyer juste Hello World. Et dans mes sources à moi, les sources c'est là, je vais juste avoir une implémentation du delegate, où il y en a un, je lui dis, tu m'appelles mon service, oui, j'ai voulu faire du domaine driven design, bon, mais là, on va dire qu'avec un Hello World, c'est un peu riche, mais bon, c'est pas grave. J'ai appelé un service qui envoie Hello avec le nom qu'on lui passe. Donc, quand je ne donne pas de nom, je passe Word, et sinon, je lui passe name, le paramètre que j'ai envoyé. Et donc, on va le lancer quand même.
API. Et si tout va bien, ça devrait fonctionner. Bon, c'est lancé. Et donc j'ai bien une interface. Ça c'est le Swagger UI. Et je vais pouvoir tester mes API en direct. Je n'ai pas besoin d'avoir de front. Hop. J'exécute et normalement, ça a dû me renvoyer un petit Hello World ici. Parfait, ça fonctionne. On va tester avec un nom. Je mets Fifi. Ouais, dans ma boîte, tout le monde m'appelle Fifi. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Hop. Et donc, j'ai bien un Hello Fifi. C'est parfait. Est-ce que ça fait les contrôles? Je vais mettre Hello F, qui est moins de 2 caractères. Ah, c'est bien. Bon, sauf que là, on ne le voit pas vraiment, puisque là, c'est carrément le front qui m'a bloqué. Il m'a dit, non, tu devais faire 2 caractères. Donc, on va aller via Postman, vérifier qu'on peut, si j'appelle avec une API, alors, est-ce que j'ai bien... Oui, c'est bon, c'est bien, localhost. Si j'appelle avec un name qui est Fifi, bon, ça doit me renvoyer Fifi. Mais si j'envoie avec F, ça me renvoie une 400. Hop. Allez, on va y arriver. Voilà. En me disant que la taille doit être comprise entre 2 et 25 caractères. C'est plutôt pas mal, ça va générer tous les contrôles. Moi, je n'ai rien eu à faire. OK, donc ça marche. Maintenant, on va revenir sur le front et on va vérifier que si j'appelle localhost, eh bien, ça me fait bien un Hello World. Hop. Et bien voilà, donc mon front s'est connecté à mon back et moi je n'ai eu qu'à faire la partie métier, tout le reste a été généré. C'est plutôt intéressant. Hop. Hop. OK, donc on a fait de l'OpenAPI. Maintenant on va voir qu'on peut le faire aussi pour A5API. Et donc effectivement, je reprends notre cas d'usage, on va envoyer un message qui va être lu de l'autre côté. A5API, pareil, on va avoir des outils pour pouvoir tester, décrire nos API. Donc il y en a un qui s'appelle studio-a5api.com. Et pareil, on va pouvoir définir un certain nombre de points, les topics sur lesquels on peut envoyer les messages, la teneur du message, les opérations, est-ce qu'on envoie un message ou est-ce qu'on le reçoit, et tout ce qui est documentation. Alors, il y a aussi des tools, il y a tout un tas d'outils, mais là, effectivement, ils sont directement gérés dans A5API. Donc, c'est un chemin sous a5api.com qui permet d'avoir la liste de tous les outils. On va aller le voir. Ça n'empêche pas qu'il y ait des outils à côté. On va le voir. Donc, on va aller voir la partie A5API. Donc, voici, ça, c'est le site a5api.com. Avec évidemment toute la partie documentation, la partie tooling, la partie communautaire. Si on regarde la partie spécification, pareil, vous allez pouvoir retrouver toute la documentation. Au niveau tools, on voit qu'il y a aussi un certain nombre de tools. Voilà. Et à quoi ressemble notre API Hello? Message Hello qu'on va définir, donc là c'est dans Studio A5API. Alors on y voit? Ouais. Donc on va pouvoir définir sur quel serveur on va envoyer, quel protocole on va utiliser. Kafka, on pourrait utiliser du RabbitMQ, ça marche aussi avec les WebSockets. On va faire une opération receive qui va permettre de recevoir un message Hello, avec le payload associé, qui est un string et qui doit commencer par hello quelque chose. On a aussi la partie
la partie send, où on va envoyer, alors là c'est le topic sur lequel je vais envoyer, et on va renvoyer le même message. Donc il y a une opération de send, une opération de receive pour le consommateur. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais montrer là? Oui, pareil, il existe un plugin dans VS Code et dans tous les IDE. Moi maintenant, aujourd'hui, je travaille plutôt avec cette partie-là. Cette partie. Un truc que je ne vous ai pas montré, qui peut être intéressant, on va mettre quoi? On va lever les tags. Voilà. Et normalement, si c'est bien fait, il doit gueuler. Là, il ne gueule pas. Bon. Alors, on va plutôt enlever. Allez, c'est parti là. Voilà. Vous voyez, c'est devenu... et on voit que j'ai un autre outil qui s'appelle Spectral, qui va me permettre de vérifier si mon API est bien formé. Ça marche pour OpenAPI et A5 API, et c'est un linter qui va permettre de vérifier qu'on respecte bien les spécifications. Donc ça peut être intéressant, ce genre d'outil. Alors, on revient. Alors, effectivement, quand moi la version 3.0 est sortie de A5 API, j'ai voulu de suite le tester et les outillages de A5 API n'étaient pas encore disponibles. Et je suis tombé sur un outil qui s'appelle ZenWave SDK qui permet de faire de la génération d'API first. Et ça fonctionne pour OpenAPI et A5 API. Et au niveau A5 API, ça permet de faire du GCP, PubSub, du Kafka et du RabbitMQ à date. Et donc, on va générer le producteur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer la partie service qui va se connecter au Kafka et envoyer un message. Donc, pareil, moi, je n'aurai juste qu'à appeler cette partie-là et ça va s'occuper de toute la connectique. On va utiliser deux plugins. JSON schéma Tupojo qui va permettre à partir d'un schéma de générer les DTO. Lorsque vous faites du Java 17 ou plus, il faut activer le Easy Use Jakarta Validation parce que sinon ça va partir sur du Java X et ça ne marche pas bien. Et j'utilise Spring Cloud Stream 3 qui va me permettre de gérer toute la connectique pour aller sur Kafka. Et ensuite, moi, je n'ai juste qu'à, ici, dans mon payload, créer mon payload, mettre mon message dessus et lui dire de l'envoyer sur le Kafka où je ne m'occupe de rien. On va aller voir ça en démo. Alors d'abord, c'est celui-là. On va d'abord arrêter le serveur qui tourne. Parce que sinon je vais avoir un problème de port. Et on va aller voir la version avec l'event driven. Alors, pareil, donc ici vous voyez, il y a mon plugin de génération, ZenWave SDK, avec la partie JSON schéma Tupojo et la partie Spring Cloud Stream 3. Donc on va faire un MVN clean package. Et normalement, il va me générer un certain nombre de choses dans le target. Là aussi, j'ai des tests unitaires. Waouh! Et donc, effectivement, alors, dans les sources, j'ai une partie producteur maintenant. Alors, la partie API, c'est la partie OpenAPI qu'on a vu tout à l'heure. Et là, j'ai la partie producteur qui va me proposer le payload et une interface que moi je vais intégrer dans mon code et une implémentation par défaut qui va se connecter au Kafka. Bon, on peut aller la voir, mais ça n'a pas vraiment grand intérêt. On va aller juste d'abord voir mes sources à moi.
la partie que moi je code. Hop. Alors ça va être dans la partie service que je vais avoir fait ça. Vous voyez, j'ai fait de l'archi hexagonal et du domain driven design pour du Hello World. Donc effectivement, on a le say hello là. Ça, c'est le message. Et puis, vous voyez que je crée un payload, donc qui vient de ce que je viens de générer. J'y affecte mon message et je dis au service, qui est un default service event producer, donc c'est l'interface qui m'a été générée, d'envoyer le message Hello World. Donc, on va le lancer. Là, il va falloir accélérer un peu. Java, target. Alors moi je vais aller sur mon controller cluster, control center de Kafka pour vérifier que j'ai bien tout ce qui va bien, si ça tourne bien. Ok, donc le dernier message qu'il a reçu. Alors ici là, c'est bon. Bon, c'est bien, j'en ai pas. Donc là maintenant, je vais relancer mon API et vérifier que j'ai bien un message dans le. Donc on va envoyer hello, alors CTRL R. Voilà. Je vais envoyer un hello Fifi et normalement, ça devrait. Donc ça fonctionne, ça m'a renvoyé hello Fifi. Est-ce que demain. Et j'ai bien dans mon Kafka un message hello Fifi qui est arrivé. Donc je ne sais aujourd'hui produire un message au travers de la 5 API, de la spécification A5 API qui m'a généré toute la connectique pour envoyer un message sur une file Kafka. Maintenant, on va essayer d'aller le lire. Donc le consumer, ben pareil, on va faire de la génération. On va se baser sur les mêmes plugins, sauf qu'on va lui dire de nous générer la partie receiver. Hop, on aura juste qu'à implémenter. Et on va aller le voir de suite. Hop. Là, c'est le. Voilà, le receiver. Le receiver, pareil, on va aller voir le POM. Pareil, il y a Stream Cloud Stream et schéma Tupojo, JSON schéma Tupojo. Et effectivement, ça, je ne l'avais pas dit, on lui dit l'opération à générer. Donc tout à l'heure, j'avais généré l'opération send. Là, c'est l'opération receive hello message. Donc, on va faire un MVN de clean package. Pareil. Très bien. On va aller voir vite fait le générer. Mais bon, on va voir que c'est pareil. Dans le générer, je vais avoir un modèle et le receiver, avec une interface et une implémentation. Et voilà, et un payload. Et dans mon service, je vais lui dire de récupérer. Oh, ça, c'est pas mis à jour. Bon, c'est pas grave. Des fois, VS Code, il ne se met pas forcément à jour correctement. Puisque là, si je tape là, normalement, je dois arriver sur mon interface, donc il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il ne le détecte pas. Mais bon. Et donc, je lui ai juste dit de m'afficher le message que je recevrai. Et toute la connectique, encore une fois, est faite par mon code généré. Donc, je vais le lancer. OK. On va effacer. Voilà. Et bien là, je vais aller sur mon front. Et donc, si je recharge la page, ça va envoyer une requête au back qui va m'envoyer Hello World. Et normalement, le back va envoyer un message au Kafka. Et mon receiver devrait lire le Kafka et afficher Hello World. On va voir si ça marche. Donc là, j'ai bien Hello World, c'est bien. Ah,
Dans mon Kafka, j'ai bien eu un Hello World, donc ça a bien fonctionné. Maintenant, est-ce que j'ai eu un Hello World? Ah, ben j'ai un Hello World qui est arrivé dans ma console, dans mon receveur. Donc, ben, tout a fonctionné. C'est déjà pas mal. Et je vais être presque à l'heure. Et donc, ben, on voit qu'on a réussi, avec A5 API et OpenAPI, à remplir toute la partie technique de notre cas d'usage. Donc, j'espère, pour conclure, que je vous ai montré un petit peu OpenAPI et A5 API. Alors, c'est vraiment du light. Vous voyez, les spécifications sont énormes. Donc, ça propose des spécifications et de l'outillage. Et j'espère vous avoir convaincu que ça nous permet d'implémenter nos API plus efficacement, intégrer plus facilement les appels API, qu'on peut simuler les API et qu'on a une documentation qui correspond à l'implémentation réelle. Je n'ai plus qu'à vous remercier. Vous avez 2 QR codes ici, un pour aller sur le repo avec tous les exemples de code et l'autre pour vos feedbacks. Merci bien. Il reste 2 minutes.